Bienvenue messieurs, Stéphane Amarcy, Arnaud Rérol, deux entrepreneurs, deux analystes aussi, avec des métiers différents mais en même temps qui se rejoignent et on va aujourd'hui essayer de démontrer pourquoi vous vous rejoignez et pourquoi à un moment donné les deux métiers vont se rejoindre. Tout d'abord je vais commencer par toi, Stéphane. Il est venu avec un livre aussi également, donc c'est pas le premier ni le dernier auteur de la journée. Ce livre s'appelle Mon directeur marketing, et on a même Benoît qui nous rejoint. C'est magnifique. Ah non, ça c'est ben voilà, j'ai eu un premier fail de la journée. J'ai d'abord montré ton livre à toi, Arnaud, État de la transformation digitale. Donc, je vais quand même revenir sur mon directeur marketing. Sera un algorithme, non pas un robot. Tu l'as écrit en 2017 ou 2016 ? 2017. 2017. Et ton intention, pourquoi avoir choisi un titre si provocateur ? Parce qu'avec quand même on voit deux mains qui se confrontent quelque part, donc il y a une logique de combat. Je vais voir si j'ai... Ah non, j'arriverai pas à l'afficher. On voit quand même deux mains qui se confrontent, donc il y a une logique un peu combative. Est-ce que c'était volontaire ? Oui, c'est aussi de la provocation, parce que si, en lisant le livre, on voit que c'est pas aussi vrai que ça sera un combat, ça sera surtout une collaboration et une hybridation. On parlait tout à l'heure d'hybridation. L'hybridation, elle est dans la culture, mais elle est aussi avec des nouvelles entités que sont celles qui porteront l'intelligence artificielle. Alors, pour comprendre pourquoi, ton background est nécessaire aussi pour comprendre le livre. Donc peut-être expliquer l'activité de Inbox. Oui, alors moi, à la base, je suis aussi économiste et mathématicien. Et j'ai créé Inbox il y a maintenant 17 ans, et donc pour travailler dans ce qu'on appelait à l'époque en effet le data mining. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça a été expliqué précédemment, il y a de plus en plus de besoins. Puis très rapidement, la puissance informatique, qui est la véritable révolution, a permis d'accéder à des algorithmes qu'on ne pouvait pas utiliser précédemment, tout simplement parce qu'ils étaient trop gourmands en puissance informatique. En parallèle, vous avez eu l'explosion des data. Et nous, on est vraiment dans ce métier-là. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'allait être notre futur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre futur, moi, ma société, j'ai 80 personnes, on travaille dans 25 pays à peu près avec beaucoup de data scientists, allait disparaître. En l'occurrence, j'avais le choix. Soit je continuais comme tel, et j'allais avoir une décroissance au fur et à mesure, voire et finir par disparaître. Soit je révolutionnais notre activité par rapport à cette vision du futur. Et c'est là où j'ai compris qu'il y aurait une hybridation très très forte avec l'intelligence artificielle et que la plupart de ce qu'on faisait à date allait disparaître. Et j'ai pris une décision très forte qui consiste à porter notre expertise, notre savoir-faire dans des logiciels. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc tu m'as dit que tu as intégré ce qu'on appelle du machine learning. Exactement, du machine learning, du deep learning. Et ce qu'on retrouve typiquement sur le schéma qui est à droite, on va retrouver exactement ce qui a été dit précédemment, c'est le mélange de culture, le mélange des besoins. Moi je fais une petite différence entre les data miners et les data scientists, en l'occurrence parce que les data miners pour moi sont par définition au service du métier et donc doivent trouver des solutions opérationnelles, doivent trouver des possibles opérationnels. Et en ce sens, eux, ils sont largement préservés pour le futur, au contraire des data scientists tels qu'on les définit aujourd'hui, qui sont des utilisateurs de modélisation plus ou moins complexes. Et pour moi, cette partie-là va disparaître au fur et à mesure parce qu'elle sera remplacée par des outils. Je vous donne juste un exemple. Pour nos propres besoins, on a construit des outils. Aujourd'hui, on les commercialise auprès de nos clients. Ce qu'on faisait en 3-4 jours, on le fait en un quart d'heure aujourd'hui. Tout simplement. Et c'est totalement automatisé. C'est juste du déclaratif et l'intelligence artificielle apprend, sait gérer, sait faire toute seule. Et donc, évidemment, quand on passe de 3-4 jours à un quart d'heure, la question va se poser de dire qu'est-ce que je fais de ces personnes-là ? Eh bien, ces personnes-là, elles sont repositionnées sur la partie droite que vous avez, dont on parlait tout à l'heure, à savoir la créativité, l'imagination, la communication, parce qu'il va falloir expliquer ce qu'on peut faire de toutes ces informations. Et donc, concrètement, vous arrivez à envoyer des messages super personnalisés, pilotés par de l'AI, de l'intelligence artificielle, et donc là où avant il fallait peut-être 10 personnes pour envoyer peut-être 200, 300 messages, vous pouvez démultiplier, donc vous avez une technologie exponentielle. Oui, je vous donne juste un exemple avec un opérateur au Canada où ils étaient capables de faire 2-3 actions par jour et ils avaient besoin de 6-7 personnes pour le faire.
on a mis en place un outil d'intelligence artificielle qui prend toutes les décisions sur chacun des consommateurs. Donc imaginons qu'ils aient 5 millions de consommateurs. Dans mon cas, il y a 5 millions de décisions quotidiennes, fois le nombre de canaux possibles. Donc imaginons qu'on ait 4 canaux, c'est 20 millions de décisions unitaires. Humainement, c'est absolument impossible de faire ça. Et c'est l'intelligence artificielle, via toutes ces technologies, qui va permettre de le faire. Résultat, aujourd'hui, chaque client, il y a un arbitrage quotidien sur ce que je viens de dire, non pas sur 3 possibilités opérationnelles, mais sur quasi 2000 possibilités opérationnelles. Donc on change complètement d'air. Par contre, ça veut dire qu'en changeant cet air-là, j'accepte, moi, humain, de ne plus prendre de décision. C'est plus un chef de produit qui prend une décision, c'est fini. C'est cette intelligence artificielle-là qui prend les décisions et qui juge de la pertinence de ce que les humains font, au passage. Donc une posture très forte que tu as résumée. L'IA est une révolution. Il faut changer pour en profiter pleinement. Oui, tout à fait. Si j'ai quelques conseils à vous donner, alors ce que j'ai fait au sein de mon entreprise, tout à l'heure on parlait de 7 ans pour transformer, moi j'en suis à la 3e année. C'est pas simple, c'est douloureux pour tout le monde, y compris pour moi, parce que ça demande énormément d'énergie d'amener les personnes à voir les choses différemment. Et le premier point, abandonner ce qui doit l'être, c'est très compliqué. Alors c'est très facile à titre personnel. Par exemple, personne ne se pose la question de ne pas utiliser un outil de géolocalisation de déplacement type Maps pour se déplacer. On l'a tous fait très naturellement. Maintenant, quand on parle de la même chose dans le cadre professionnel, c'est compliqué d'abandonner parce que c'est ce que je suis, c'est pour ça que j'existe. Mais pour autant, il y a déjà toute une partie de ce que vous faites qui pourrait être complètement automatisée. Donc il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça va libérer justement pour aller faire d'autres choses et qui rejoint le point 2 qui est d'aller valoriser les qualités humaines, profondément humaines. Qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à l'intelligence artificielle? Je dis bien aujourd'hui, peut-être dans 30-40 ans ce sera différent. C'est notre capacité à créer, à imaginer, à communiquer. Oui. Et donc il faut vraiment aller dans cette voie-là. Donc là, on a un premier exemple avec toi. Arnaud, on parlera d'un interne, mais je te propose de le mettre en dernier plan pour d'abord prendre conscience de ce qui se passe vis-à-vis de l'extérieur. Comment est-ce qu'une organisation est capable d'émettre avec l'intelligence artificielle? Et maintenant, de passer rapidement la parole à Benoît qui a mis en place un outil qui est capable d'aller chercher l'information. D'abord, peut-être nous donner ton background aussi de journaliste, ton parcours rapidement, pour donner un peu le contexte. Parce que c'est intimement lié, sa proposition de valeur est intimement liée aussi à son parcours historique. Mais déjà, mon background, c'est que je suis arrivé grâce à un robot qui s'appelle Google Maps et en fait qui a bugué, je sais pas. Et donc du coup, en fait, il m'a complètement perdu tout autour de. Je pense que si j'avais une vraie carte en papier, peut-être que du coup, je me serais pas trompé. Donc c'est bien de laisser confiance, de faire confiance en fait au robot, mais parfois c'est compliqué. Moi, je suis un ancien journaliste. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce qu'on dit là, à chaque fois, en fait, ça fait 15 ans donc, que je vais à des conférences où il faut changer, il faut apprendre à changer, c'est difficile. Il y en a pour 5 ans, il y en a pour 7 ans, mais en fait, il y en a pour tout le temps. En fait, on change tout le temps. Donc de toute façon, je pense que c'est juste, on se l'est dit, mais arrêtons de faire des conférences pour le dire et juste essayons de comprendre comment on fait. C'est pas contre vous, hein, parce que moi, et quand on était journaliste d'ailleurs, on se posait toutes ces questions-là il faut changer. Avant, c'était le journalisme citoyen qui remplaçait, maintenant c'est l'intelligence artificielle qui menace ou pas de remplacer. Je pense que la question du remplacement, il faut un peu la laisser de côté pour voir simplement que nos métiers évoluent très très vite. Et comme ils évoluent vite, on a besoin surtout de beaucoup d'informations. On ne peut plus seulement aller à l'école, à l'université et ensuite apprendre notre métier, puisque tous ces nouveaux métiers-là évoluent en permanence. Donc on a besoin d'avoir beaucoup de témoignages en ligne. Et moi, j'avais un vrai problème, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, pour le coup, les robots, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on dit toujours qu'il y a plein d'infos partout, qu'on est submergé d'informations, qu'on n'arrive pas à faire le tri. Et vous n'avez pas l'impression quand même que... en fait, c'est toujours les mêmes infos qui reviennent autour de vous, sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours un peu la même chose. Alors c'est rassurant parce que vous dites, bon, au moins je rate rien. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu relou quand même, quoi. Et donc moi, j'ai créé un robot qui combat contre les robots. Donc c'est un robot résistant, en fait. La seule différence, c'est que pourquoi est-ce que ça tourne en rond? On appelle ça les bulles d'information ou les bulles de filtre. Dites plutôt bulles d'information, je pense que tout le monde comprend. Bulle de filtre, ça fait bizarre. Parce qu'en fait, vous entraînez vous-même des robots. Vous êtes vous-même éleveur de robots sans le savoir. Vous envoyez vos données à Facebook, vous savez, on en parle beaucoup en ce moment. Puis après, il les donne, on ne sait pas trop à qui. En fait, ces données-là, vous n'envoyez pas forcément toutes les données. Des fois, vous mentez, des fois, vous ne donnez pas tout. Et en fait, tout ça, quand vous avez des milliards d'informations, ça crée des biais. Et c'est pour ça que Zuckerberg dit qu'il va lui falloir 3 ans pour réparer Facebook, avec beaucoup d'humains dedans pour réparer les erreurs des robots. Donc nous, on s'est dit, en fait, on va tester d'abord une intelligence artificielle personnelle que chacun va pouvoir entraîner.
de toute transparence, parce que la vraie question quand les robots prennent des décisions, c'est comment ils ont pris leurs décisions et sur quelles données, parce que les données ne sont jamais objectives. Donc il faut bien comprendre le sens qu'on donne aux données. Et donc chaque être humain peut entraîner son petit robot qui va aller chercher pour lui une information, on l'espère, de qualité, personnalisée, qui essaie de le sortir de sa bulle d'information. Donc on a un petit robot qui s'appelle Flint, qui est lui très généraliste, on peut s'abonner, c'est sur flint.media, je ne fais pas de la pub, mais c'est gratuit, donc vous pouvez y aller. Et ensuite, si vous ne voulez pas entraîner votre robot, vous avez des robots plus spécialisés, dont j'en ai entraîné un moi sur les médias, il y en a un qui est entraîné par un spécialiste sur la fintech, et un autre sur l'environnement qui a été entraîné par Anne-Sophie Novelle, qui est journaliste. Et puis, comme c'était devenu intéressant et que de plus en plus on nous a demandé, est-ce qu'on ne peut pas entraîner nous des robots plus spécialisés pour notre métier, pour gagner 2 heures de veille par jour, par exemple. Il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose, que je vois, il y a un panneau 10 10. minutes, il nous reste 10 minutes. C'est comme à la boxe. Et donc, voilà, pour conclure, on a créé donc, l'école des robots, qui est en bêta-test, qui va sortir bientôt, qui permet d'adopter un petit robot et de l'entraîner. Et donc ça fonctionne avec notamment des réseaux de neurones de façon un peu biologique. Et le robot, petit à petit, essaie de nous comprendre et d'aller nous amener quelque chose de nouveau. Et moi, en fait, ça a changé ma vie. En fait. Je me sens beaucoup plus intelligent qu'avant. Vas-y. Donc concrètement, on a 2 technos neuronales. Et là, je vais passer la parole à Arnaud, qu'il faut qu'il explique aussi ce qu'il fait, parce que, et on fera ensuite le lien final par rapport à ça et pourquoi il y a une mise en abîme nécessaire. Donc Arnaud, entrepreneur, cabinet de conseil sur les réseaux sociaux d'entreprise, sur les plateformes de collaboration. Donc tu fais un super référentiel où tu analyses 50 outils qui sont concurrents de notre plateforme, mais qui sont complémentaires aussi. Donc tu as une très très bonne connaissance des outils qui vont évoluer naturellement, avec l'arrivée potentiellement du deep learning, du machine learning. Toi, tu as développé quelque chose d'assez étonnant, c'est que tu accompagnes donc les porteurs d'initiatives. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça... Oui, bonjour à tous. Alors, pour situer notre activité et notre but, c'est de donner des leviers de transformation pour accélérer le changement d'usage, le changement culturel dans les grandes organisations. Nos clients sont plutôt des grandes organisations qui sont très matures et plutôt experts des sujets de la transfo digitale et tout ce qui concerne la collaboration en interne, la mise en réseau des organisations. Leur sujet aujourd'hui, c'est le porter à large échelle. Donc, depuis plusieurs années, on travaille sur quelle méthodologie, quelle démarche on peut appliquer et on peut démultiplier au sein des entreprises pour arriver à faire de manière économique des progrès année après année. Et je rejoins ce qui a été dit ce matin, c'est vrai que c'est un sujet de longue haleine, on n'est pas en train de courir un 100 mètres, on est plutôt sur un marathon. Et donc pour cela, on continue d'ailleurs à innover et à chercher des leviers de transformation et on utilise la data. Alors on n'en est pas du tout, nous, à l'intelligence artificielle, on est à l'étape bien précédente. On est plutôt dans une logique d'augmenter les capacités des équipes digitales et des acteurs de la transformation digitale en général, dont ces porteurs d'initiatives, avec les données pour y voir plus clair. Parce qu'on considère aujourd'hui que les organisations, enfin c'est nos clients qui nous le disent et puis on le voit avec eux, c'est que finalement on est dans un épais brouillard. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. On a lancé des initiatives, on a développé bien sûr, on a déployé de la technologie, on a des programmes d'accompagnement, de formation. Maintenant, pour arriver à mesurer ce qui a changé, mesurer là où on a des différences de comportement, on est beaucoup plus mal à l'aise. Et on le fait de manière qualitative, mais de manière finalement assez empirique. Et en fonction de là où on est dans l'organisation, on peut avoir un regard différent. Le problème, c'est que pour prendre de bonnes décisions et puis pouvoir mettre ses moyens au bon endroit et de la bonne manière, il faut avoir un regard plus objectif que ça. Et c'est là où la data peut apporter une aide, un appui à ces acteurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on progresse dans cette voie-là depuis plusieurs années. Ça consiste tout simplement à mesurer les comportements à travers ce qu'on appelle les données secondaires qui sont sur ces plateformes de collaboration. Si vous utilisez Google, mais G Suite, c'est au sein de l'entreprise, ou Office 365 ou Helium, vous êtes un utilisateur, vous avez une identité numérique, et puis vous vous connectez à des gens, et vous vous connectez à de l'information, et vous vous engagez dans des discussions. Toute cette activité-là, non pas le contenu de vos conversations, mais le fait de vous intéresser à tel sujet ou à telle personne, ça indique énormément de choses sur votre façon de collaborer, d'interagir avec les autres. Donc c'est ça les données secondaires. Et l'analyse de ces données-là, avec des algorithmes,
je ne suis pas du tout à l'intelligence artificielle, des algorithmes assez basiques probablement, mais nous permettent quand même de cartographier l'hétérogénéité du changement de comportement qu'il y a dans les organisations. Et elle est très très hétérogène. Enfin, vous le savez, vous le ressentez, on le mesure de manière factuelle. Les porteurs d'initiatives, c'est des enthousiastes. C'est des petits entrepreneurs au sein des organisations. Du point de vue sociologique, il y en a toujours. Dans toutes les organisations, il y en a. La question, c'est où sont-ils ? Est-ce qu'ils ne sont pas rendus stériles par la culture d'entreprise, la structure organisationnelle, par leurs pairs ? Comment est-ce qu'on peut les révéler, les libérer, légitimer leur action pour leur permettre finalement de prendre un à un les irritants qui sont autour d'eux, de remettre en question la façon de travailler au sein de l'organisation, être dans une démarche de collaboration avec ses pairs pour arriver à faire progresser, faire bouger les lignes très localement, mais associés les uns aux autres, ça fait un changement qui se perd dans la durée et qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît comme ça au premier regard. Donc voilà, cette data, c'est fournir des métriques sous forme de tableau de bord. Et puis je suis super content et fier d'être venu ce matin avec un petit objet qui est le fruit d'un développement interne. Tu l'as posé où ? On l'a posé dans la salle où là on prend le café, dans l'autre bâtiment. Ça s'appelle Totim. Alors c'est peut-être le début d'un robot, d'un agent intelligent. Pour l'instant, c'est un projet expérimental qu'on prête à nos clients. Et il suit aujourd'hui, celui que vous avez en démo, il suit notre propre plateforme de gestion de connaissances qui est sur Helium. Et donc voilà, mes 40 collègues qui partagent de l'info. On est consultants, donc on fait de la veille, puis on produit beaucoup d'informations et on essaye de valoriser tout ça. Et puis on a sans cesse des questions, on a besoin de s'entraider sur différents sujets. Vous pouvez imaginer du fait de notre activité. Tout ceci est reporté dans ce petit objet. Et l'objectif, c'est de créer cette passerelle entre l'univers digital et notre espace de travail. Et tout simplement capter notre attention sur le fait il y a un sujet qui est en train d'être actif sur la plateforme, et puis d'arriver à créer des dynamiques de changement de comportement vers plus d'engagement. Donc, le point commun de tous ces projets, c'est qu'il y a de la data, c'est que ça sert de dashboard, c'est que ça sert à apprendre, c'est que ça sert à recevoir, ça sert à émettre. En fait, on est vraiment dans une nouvelle façon de communicationnelle et informationnelle. Donc, si on fait le lien, à partir de quand on peut se dire les objectifs d'une organisation vont être influencés par des algos qui ne sont pas forcément clairs dans leur... parce que tu parlais de brouillard justement par rapport à qui a potentiellement d'énergie sur un projet, etc. Et donc, il y a potentiellement des centaines, des milliers de projets dans une entreprise. Est-ce que l'IA va venir, d'ici les 2 prochaines années, bouleverser la façon dont sont prises les décisions ? Non, c'est bon. Moi, je crois que c'est une bonne question. Mais se poser la question de à partir de quel moment on va être influencé. D'abord, on est tous influencés par un gros algorithme qui s'appelle l'inconscient et qui fait faire beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à reproduire la véritable intelligence humaine. Je pense que la question qu'il faut se poser maintenant, peut-être que je botte en touche, mais c'est est-ce qu'on va être remplacé par les robots ? Est-ce que les robots vont prendre des décisions à notre place ? Et finalement, tout est automatisable. La vraie question, quand ça concerne un produit, quand ça concerne l'histoire d'une entreprise, quand ça concerne notre propre vie, c'est quelle histoire on veut raconter. Quelle histoire on raconte dans notre entreprise. Quelle histoire je raconte avec mon produit. Quand je suis artisan, que je fais ma chaussure, en fait, je raconte une histoire. Et ça a de la valeur. Et il faut faire la même chose avec l'intelligence artificielle. On est dans un monde de technologie, on a besoin de réenchanter le monde et de réenchanter notre rapport au monde et aux choses. Je pense qu'on va revenir à une forme d'artisanat aussi à côté. Et moi, d'ailleurs, je me considère comme un artisan de l'intelligence artificielle. On est peu nombreux et on essaie de raconter une histoire avec ça. Moi, je pense que c'est déjà en partie amorcé. Les filtres anti-spam qu'on a sur nos messageries, finalement, ils apportent une certaine intelligence pour nous aider à trier l'information. Donc, si on est dans cette logique-là, on va avoir de plus en plus d'assistance pour trier la surinformation, pour nous suggérer de nous mettre en relation avec un tel. Et lorsqu'on pose une question dans le moteur de recherche, l'IA va petit à petit, enfin les algorithmes, je ne sais pas si on peut appeler ça tout de suite de l'IA, ça va nous aider à trouver la bonne personne. Maintenant, la question, c'est combien de temps il va falloir à ces intelligences artificielles pour apprendre de nos comportements et quelle est la maîtrise de l'entreprise de toutes ces données secondaires qu'elle détient,
Enfin, point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas plutôt les éditeurs qui détiennent ces données et quelle est la souveraineté de l'entreprise sur ces données? Les RGPD s'appliquent aussi aux employés. Oui, mais ce n'est pas qu'une question de données personnelles. Ça peut être des données anonymisées. Mais les données secondaires aujourd'hui, sur lesquelles pourrait s'appuyer cette intelligence artificielle, elles sont en train d'être amassées. Et on sait qu'effectivement, dans d'autres univers, elles peuvent être exploitées. Je pense que dans l'entreprise, la question n'est pas encore vraiment posée. Très peu s'intéressent à ce sujet-là. Mais l'intelligence artificielle va venir petit à petit augmenter, pour moi, la productivité individuelle des collaborateurs et probablement donner aussi des éclairages au management sur comment améliorer la performance collaborative de l'organisation. Les entreprises, mais pas les éditeurs. Si on regarde du côté des GAFAM, ils sont tous à essayer de mettre le plus possible d'IA partout. On est d'accord, mais aujourd'hui, Office 365 et Google qui hébergent, qui supportent la plupart des plateformes de messagerie, de collaboration de toutes les grandes entreprises ou entreprises du monde, toutes les données secondaires, elles appartiennent à qui? Elles appartiennent à Google et à Microsoft. Tu veux prendre... Oui, pour moi, c'est déjà le cas, comme je l'expliquais tout à l'heure. On est dans le marketing, en l'occurrence. Il y a un mouvement de fond qui fait qu'il y a plein de décisions qui sont déjà prises par des algorithmes. C'est une réalité. Et ça va s'accélérer, ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et encore une fois, moi, je vois ça très positivement parce que ça va permettre de faire autre chose, que nous, maintenant, on puisse se débarrasser d'un certain nombre de tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et d'aller se concentrer sur des tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Un mot de la fin, Benoît. Je sais qu'on a pris du retard. Non, mais juste le GPS qui a eu... les décisions prises par les algorithmes, ça n'a pas marché avec l'information, par exemple. Donc la vraie question, c'est le contrôle et la transparence. Et je pense que c'est un des enjeux majeurs de demain, la confiance, la transparence et le contrôle de l'intelligence artificielle. Et pas oublier que l'intelligence artificielle, en fait, ce n'est pas une vraie intelligence. C'est des combinaisons de plusieurs algorithmes qui sont mathématiques et que l'IA ne comprend absolument rien à ce qu'elle fait. Il faut quand même bien le savoir, il faut relativiser les choses et rester assez concret et surtout bien savoir ce qu'on veut faire quand on utilise ces outils. On aura Guillaume Dumas qui nous reparlera un peu d'IA. Quand il est arrivé, il était déjà en train de coder un petit robot. Restez donc cet après-midi, ça vaut la peine avec le comité scientifique. Je vous remercie, messieurs. J'aurais bien voulu vous avoir encore une demi-heure sur scène. Je suis frustré moi-même. Merci.